À l'aube du 17e siècle, les grandes puissances européennes, soit les royaumes de France, d'Espagne, d'Angleterre et du Portugal, tentent d'établir des colonies comptoirs sur le nouveau continent des Amériques, découvert en 1492 par l'Italien Christophe Colomb. En 1534, Jacques Cartier explore le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent et revendique le territoire pour la France. En 1608, Samuel de Champlain fonde le premier établissement permanent en Nouvelle-France, c'est la ville de Québec. Le territoire est alors peuplé essentiellement par des tribus amérindiennes nomades et sédentaires qui l'occupent depuis plus de 4000 ans. Une ligne serait tracée dans le sable et les tribus amérindiennes dominantes prendraient un parti. Les Iroquois et les Cherokees s'allieraient avec la Grande-Bretagne et essentiellement toutes les autres tribus avec la France, soit les Hurons, les Micmacs, les Abénaquis et les Algonquins. Les guerres franco-iroquoises sont une série de conflits qui se déroulent au courant du 17e siècle entre la France et la Confédération iroquoise et qui sont connus aussi sous le pseudonyme de guerre du Castor. Pourquoi? Eh bien, à la fondation de la colonie de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain négocie des traités commerciaux et des alliances militaires avec les tribus huronnes de la Huronie, l'Ontario actuel, pour s'approvisionner en fourrure de castor. Les Iroquois déclarent la guerre aux Hurons pour obtenir le monopole du commerce de cette ressource avec les nations européennes et entrent donc en conflit ouvert avec la France. Ces guerres conduisent à la destruction de la Huronie en 1649. Des centaines de réfugiés hurons fuient vers Québec. La colonie française perd son partenaire principal dans la traite des fourrures et doit couvrir un immense territoire de l'est du Canada jusqu'à la baie d'Hudson, de la Louisiane jusqu'au Labrador pour s'assurer un approvisionnement constant en fourrure. C'est la naissance des coureurs des bois. Le territoire est vaste, certes, mais presque personne n'y vit réellement. Par exemple, de 1608 à 1641, la population passe de 28 à 240 habitants. C'est uniquement 212 colons en 35 ans pour un territoire qui occupe la moitié du continent américain. Vers 1700, la population de la Nouvelle-France est de 11 500 personnes, alors que celle des 13 colonies avoisine les 250 000. Par ailleurs, la proportion d'hommes et de femmes n'est pas respectée. En 1665, il y a 56 femmes et 775 hommes qui sont célibataires. C'est donc que pour 6 hommes qui cherchent à se marier, il n'y a qu'une seule femme de disponible. En 1663, constatant l'échec du peuplement effectué en Nouvelle-France par les compagnies privées à monopole, telles que la Compagnie des Sciences Associées, Louis XIV, le roi de France, décide d'instaurer le gouvernement royal dans la colonie et ainsi d'en faire une colonie de peuplement française. Deux nouvelles fonctions apparaissent alors, soit les fonctions de gouverneur général pour les relations extérieures et d'intendant pour la politique intérieure. La justice est servie par le Conseil souverain composé de ces deux rôles en plus d'évêques. Durant une très courte période d'une quarantaine d'années, le Royaume de France est projeté aux côtés de ses colonies d'Amérique dans une série de 4 conflits majeurs contre ses voisins européens, ce qui vient affaiblir considérablement le Royaume ainsi que ses colonies. Tout d'abord, il y a la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697, puis vient la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714, où la France souhaite placer un membre de sa propre famille royale sur le trône espagnol. Ensuite vient la guerre de succession d'Autriche de 1740 à 1748, où plusieurs nations contestent la légitimité et le droit de la fille du défunt empereur, Marie-Thérèse d'Autriche, à hériter de la couronne autrichienne ainsi que du poste d'impératrice du Saint-Empire romain germanique. Puis finalement, nous avons la fameuse guerre de 7 ans, autrement connue sous le nom de guerre de la conquête au Québec, et qui scelle officiellement le sort de la Nouvelle-France ainsi que de ses colonies. Cette guerre, qui commence officiellement en 1756, ou en 1754, ou en 1740, serait combattue entre les deux alliances ou parties de guerre, soit la Convention de Westminster, formée de la Prusse et de la Grande-Bretagne, et le traité de Versailles, composé de l'Empire autrichien, de l'Empire russe et du Royaume de France. La guerre menée par les Britanniques dans les colonies américaines se déroulait plus favorablement que celle sur le continent européen et en Inde. La supériorité numérique de ceux-ci dans les colonies leur avait permis de réaliser une grande victoire à la bataille de Louisbourg en juin 1758. 14 000 soldats et 12 000 marins avaient assiégé et pris la forteresse, ce qui assurait la supériorité navale de la Grande-Bretagne dans l'Atlantique Nord. Sur terre, les Britanniques continueraient leur poussée en capturant Québec après la bataille des Plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, qui dura un total de seulement 10 minutes et qui opposa les généraux Montcalm et Wolfe, en se traduisant par une victoire décisive des Britanniques. Malgré une victoire mineure des troupes du général François de Lévis à Sainte-Foy le 28 avril 1760, aux portes de Québec, avec les milices canadiennes-françaises pour détendre le front, les garnisons françaises ne parviennent pas à reprendre Québec et se replient sur Montréal avec l'armée britannique qui les talonne de près. C'est la débandade.
Voyant son désavantage face à une armée de 17 000 Britanniques qui convergent vers Montréal, le général de Vaudreuil souhaite éviter que Montréal soit mise à feu et à sang comme Québec et que ses hommes souffrent de la famine. Celui-ci signe la reddition de Montréal le 8 septembre 1760, puis celle de Trois-Rivières quelques jours plus tard. La Nouvelle-France compte alors 60 000 habitants, noyés dans une mer de 2 millions de colons anglais vivant dans les 13 colonies. La guerre n'est toutefois pas encore terminée en Europe. De 1760 à 1763, c'est la loi martiale dans la colonie. Les villes sont gouvernées respectivement par des généraux, dont James Murray et Thomas Gage. Un régime d'occupation militaire est instauré jusqu'à l'armistice et la signature d'un traité de paix. Le 10 février 1763, le traité de Paris est conclu entre la France et la Grande-Bretagne et met fin à la guerre de 7 ans. Ce traité confirmera le transfert des propriétés du roi de France au roi d'Angleterre sur les terres d'Amérique. L'ensemble des colonies continentales américaines de la France sont restituées à l'Empire britannique. L'offre est toutefois plus que généreuse. Un choix est offert à la France entre sa colonie de la Nouvelle-France ou ses colonies des Antilles, soit la Guadeloupe, la Martinique ou la République dominicaine. La France opte pour les Antilles à cause de la présence de ressources naturelles facilement exploitables, comme le sucre, et aussi parce qu'elle sait qu'elle est incapable de défendre son immense colonie de la Nouvelle-France face aux prospères colonies britanniques. La Province of Quebec est alors considérablement réduite à un territoire correspondant à la vallée seigneuriale sur les abords du Saint-Laurent. La France peut conserver les îles Saint-Pierre et Miquelon, au large de Terre-Neuve, ainsi que des droits de pêche et de séchage sur les côtes du Labrador. Le Québec, quant à lui, est maintenant sous contrôle britannique. Londres tente au départ d'assimiler les faibles populations canadiennes-françaises de la région en leur garantissant une liberté de religion très limitée, en faisant de l'anglais la langue officielle, en instaurant des lois criminelles et civiles anglaises et en augmentant l'immigration anglaise vers la province. Les Canadiens conservent leurs droits de propriété et leurs biens. Les habitants qui souhaitent quitter le territoire pour retourner en France ont la permission de le faire durant les 18 premiers mois suivant la signature du traité. 10 000 décideront de le faire. Les premiers gouverneurs généraux de la province of Québec, James Murray et Guy Carleton, adoptent une politique de conciliation car les Anglais ne représentent qu'une infime partie de la population. 3 800 Anglais, dont 3 500 soldats, pour une population d'origine française de 60 000 personnes et 10 000 Amérindiens. Ils souhaitent éviter un soulèvement populaire. À la suite de la guerre de 7 ans, le Royaume-Uni est extrêmement endetté. Il passe donc une série de taxes sur les produits des 13 colonies pour parvenir à la repayer. On voit donc apparaître le Stamp Act en 1765, le Townshend Act en 1767 et le Tea Act en 1773. En signe de protestation populaire, 60 Bostoniens, nommés les Fils de la Liberté, grimpèrent à bord des 3 navires chargés de thé, costumés en amérindiens. Ils ouvrirent les tonneaux et jetèrent 342 caisses de thé par-dessus bord. Rien ne fut volé ou détruit intentionnellement, hormis les 45 tonnes de thé d'une valeur de 10 000 livres. Ceux-ci martèlent sans cesse la phrase « No taxation without representation ». En 1775, des patriotes américains attaquent des soldats de Sa Majesté britannique au Massachusetts. C'est le début de la guerre d'indépendance américaine, le résultat de plusieurs années de frustration face au régime britannique monarchique et qui dura de 1775 à 1783. Pour éviter que le mouvement d'agitation dans les 13 colonies américaines ne se répande chez les habitants de la Province of Quebec, le Parlement de Londres adopte en 1774 l'Acte de Québec. Ainsi, cette nouvelle constitution vient agrandir le territoire de la province en incluant le Labrador, les Grands Lacs et la vallée de l'Ohio, vient rétablir les lois civiles françaises tout en conservant des lois criminelles anglaises, elle garantit la liberté de religion et le droit au clergé catholique de percevoir la dîme, tout en abolissant le serment du test. La Grande-Bretagne gagne son pari. Elle gagne le support des seigneurs et du clergé qui soutiendront Londres durant l'invasion américaine de la province en 1775. En 1776, le Congrès continental américain se réunit à Philadelphie pour signer la Déclaration d'indépendance, dans la même salle où ils signeront 11 ans plus tard la Constitution américaine de 1787. Le conflit dure, comme dit précédemment, de 1775 à 1783, et avec l'aide de la France, ils parviennent à gagner une série de victoires décisives et à chasser les Britanniques du continent. Les frontières modernes entre le Canada et les États-Unis sont déterminées au traité de Versailles le 3 septembre 1783. Des colons américains toujours fidèles à la couronne britannique, nommés les loyalistes, émigrent alors en masse dans la province de Québec à la fin de la guerre d'indépendance, car ils ne souhaitent pas vivre dans la nouvelle République américaine. 30 000 s'installeront dans les provinces maritimes, 6 000 dans le Québec actuel, à Montréal, en Outaouais et dans les cantons de l'Est, et 7 500 dans l'Ontario actuel, pour un total de 43 000 loyalistes anglais et protestants entre 1775 et 1791. La composition de la population de la province change considérablement. La démographie passe de 99% de la population française à 88% seulement, et la minorité anglaise représente désormais 12% de la population avec l'arrivée des loyalistes. Ceux-ci forment le British Party, un groupe politique qui proteste contre les concessions faites aux Canadiens français durant l'Acte de Québec. Ils souhaitent une chambre d'assemblée et une colonie selon un mode de gestion purement britannique.
Ils veulent voir une assimilation complète des Canadiens français. L'acte constitutionnel est entré en vigueur le 6 décembre 1791 et vient annuler l'acte de Québec de 1774. La Province of Québec n'existe plus puisqu'elle a été divisée en deux territoires distincts, le Haut et le Bas-Canada. La frontière entre les deux est la rivière des Outaouais. Le Haut-Canada se situe au sud-est de l'Ontario actuel, alors que le Bas-Canada couvre le sud du Québec actuel. Les deux provinces ont une démographie complètement différente. Le Haut-Canada abrite 46 000 personnes, dont une majorité est anglophone, tandis que le Bas-Canada est peuplé de 225 000 personnes, dont seulement 10 000 anglophones. Chaque province aura son propre gouvernement et pourra prendre des décisions qui n'affecteront que son territoire. Un régime représentatif, mais non responsable. Il est représentatif puisqu'il y a des élections pour former un gouvernement, mais non responsable puisque le chef de l'exécutif, le gouverneur général, peut prendre des décisions contre l'avis de la majorité des représentants, donc du peuple, en appliquant son droit de veto. De 1803 à 1815, les guerres napoléoniennes font rage en Europe et impliquent le Royaume-Uni du roi James contre l'Empire français de Napoléon Ier. Napoléon bat les Autrichiens à Austerlitz et les Prussiens à Eylau. La Grande Armée enchaîne victoire sur victoire et installe des républiques sœurs sous sa sphère d'influence dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Puisque la France ne peut rivaliser avec la Royal Navy sur les mers, Napoléon abandonne le projet d'un débarquement sur le sol anglais et procède à la mise en place d'un blocus continental sur le Royaume-Uni pour bloquer son commerce avec l'Europe et son approvisionnement en rations, en nourriture et en matières premières. L'Empire britannique met alors en place des mesures protectionnistes sur ses colonies car elle doit se fier sur son vaste empire colonial pour s'approvisionner en matières premières nécessaires à l'industrie du textile et à l'économie britannique. Elle achète des épices dans ses colonies indiennes, du sucre et du coton dans ses colonies des Antilles et du bois dans les colonies américaines, essentiellement du bois de pin, nécessaire à la construction des navires de guerre de la flotte royale britannique. Pour développer l'économie des colonies, la Grande-Bretagne accepte de payer plus cher des produits des colonies en appliquant des tarifs préférentiels sur le bois du Bas-Canada et en chargeant des taxes douanières très élevées aux produits concurrents ou étrangers. On constate alors un développement des draves et des canaux grâce à des investissements anglais qui sont essentiels pour acheminer les billots de bois jusqu'au port de Québec pour être acheminés ensuite vers le Royaume-Uni. Des scieries sont construites partout sur le territoire, ce qui amène le développement de nouvelles régions du Québec. Cette industrie en plein essor nécessite une importante main-d'œuvre, bûcherons, scieurs, équarrisseurs, draveurs, cageux, débardeurs, mesureurs, etc. La majorité de cette main-d'œuvre est constituée de Canadiens français et d'immigrants irlandais. La traite des fourrures était l'activité économique la plus importante durant plus de 250 ans au Canada. Mais au courant du 19e siècle, on constate un point tournant et un déclin progressif de cette ressource dans l'économie du Bas-Canada. De multiples facteurs expliquent cet abandon des fourrures au profit du bois. Tout d'abord, la lutte et la concurrence du commerce de la fourrure entre la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, ce qui laisse place à une négociation dans la valeur des peaux de castor et fait donc augmenter considérablement les coûts d'exploitation. On a aussi une disparition progressive des populations de castors dans les territoires de traite, donc une plus petite offre et une montée des prix. D'autre part, les marchands de Montréal ne font plus beaucoup d'argent, car il faut aller de plus en plus loin pour trouver des fourrures et la mode change en Europe, donc la demande n'est plus aussi grande qu'auparavant. En outre, de 1802 à 1837, une grave crise agricole se déclare au Bas-Canada. Des famines et des épidémies se déclarent. La dégénérescence de la culture du blé s'accentue. En 1800, il représente 60% des cultures, alors qu'en 1827, il n'en compose que 22%, et en 1844, seuls 4% des champs en sont couverts. Le blé décline au profit de la pomme de terre, qui représente désormais 46% des récoltes de 1827 à 1844, avec le navet, les fèves et les pois. La population est maintenant autosuffisante. Ce déclin s'explique notamment par une large surpopulation dans les seigneuries et une mauvaise utilisation des terres, donc aucun engrais et pas de rotation des cultures. En effet, la Grande-Bretagne reconnaît le régime seigneurial, mais n'en crée aucune nouvelle de 1760 à 1840. C'est donc près de 650 000 Canadiens qui sont répartis dans la vallée du Saint-Laurent, soit seulement 2% du territoire. Le résultat, c'est qu'en 1840, le Bas-Canada importe plus de 50% de sa nourriture du Haut-Canada et du Royaume-Uni. Pour acheminer ces importations, de nombreux canaux et écluses sont financés, notamment le canal Lachine en 1825 à Montréal et le canal Rideau, grâce à la Nouvelle Banque de Montréal, fondée en 1817 par des investisseurs anglais. L'industrialisation est marquée par de nombreux changements économiques et sociaux. L'évolution des techniques de production, grâce à de nouvelles inventions, a fait évoluer la société canadienne vers de nouveaux centres économiques basés sur le travail, les salaires et les revenus, ainsi qu'une plus grande part de produits usinés. Les objets manufacturés remplacent les objets réalisés par des artisans. L'industrialisation marque ainsi les débuts du capitalisme. Au début du 19e siècle, l'exportation des matières premières représente encore 50% de l'économie du Canada. Cette proportion va changer au cours du siècle, au fur et à mesure que les industries s'implantent sur le territoire. Au cours de l'industrialisation, les secteurs primaires et secondaires se sont développés.
La population se regroupait alors vers les centres urbains et s'attendait à recevoir un salaire. Le territoire se couvre de chemins de fer, mais le réseau est morcelé et il faudra attendre à la politique nationale de John A. Macdonald en 1880 pour voir apparaître un chemin de fer d'est en ouest vers la Colombie-Britannique. Après un certain temps, les Canadiens français ne sont pas satisfaits des pouvoirs qui leur sont conférés par l'acte constitutionnel de 1791. De 1792 à 1804, les trois premiers parlements votent 115 lois. Le système semble fonctionner. Toutefois, en 1826, le Parti canadien se radicalise et devient le Parti patriote. En 1834, Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, soumet au Parlement un mémoire dans lequel il regroupe tous les griefs des Canadiens français. Ceux-ci réclament un gouvernement responsable, l'élection du conseil législatif et un contrôle de leur budget. Toutes leurs demandes sont catégoriquement refusées par les 10 résolutions Russell en 1837. Les Canadiens français sont outrés. La Chambre d'Assemblée est dissoute par le gouverneur. Les modérés font des assemblées publiques pour inciter un boycott des produits britanniques, tels que l'Assemblée des 6 comtés, alors que les éléments radicaux du parti, comme les frères Walfred et Robert Nelson, proclament l'indépendance de la République du Bas-Canada en formant des milices. Ces mouvements se transforment tout de même en rébellions armées. Ce sont les rébellions des Patriotes, qui s'échelonnent de 1837 à 1838. Malgré une victoire à la bataille de Saint-Denis le 23 novembre 1837, le sort des Patriotes est scellé. Ils sont battus à Saint-Charles le 25 novembre et à Saint-Eustache le 14 décembre. 325 morts, 100 capturés, Papineau décide de s'exiler aux États-Unis puis en France après l'échec des rébellions. En 1839, Lord Durham, le nouveau gouverneur général, est mandaté dans la province du Canada pour discerner les causes des rébellions de 1837 et 1838 et soumettre ses recherches au Parlement britannique. Celui-ci constate que les conflits et les troubles sont dus à la présence de deux groupes culturels dans la région, les Canadiens anglais et les Canadiens français. Il publie donc le rapport Durham et décrit la possibilité d'une union entre les deux Canada pour favoriser l'assimilation des Canadiens français, minoritaires dans un Canada uni. Il citera « Les Canadiens français sont un peuple sans histoire, sans littérature, qui ne mérite rien de mieux que l'assimilation. » En 1840, le Parlement adopte l'Acte d'union, qui va unir le Bas et le Haut-Canada pour former le Canada uni. 42 députés proviennent de chacune des deux provinces. La représentation n'est pas encore proportionnelle et les dettes sont mises en commun, ce qui est très injuste car le Haut-Canada comptait alors 1 200 000 livres de dettes contre seulement 90 000 dans le Bas-Canada. Quelques années plus tard, en 1848, Baldwin et Lafontaine obtiennent le gouvernement responsable en formant une coalition des partis réformistes libéraux. En 1867, les colonies britanniques de l'Amérique du Nord entrent dans une phase de négociation et ultimement le 1er juillet 1867, le Québec devient officiellement la 4e province de la Confédération canadienne. À la conférence de Charlottetown en septembre 1864, des pourparlers sont entamés entre les colonies maritimes à l'égard d'une éventuelle union. Le Canada uni envisage aussi de rejoindre cette union afin d'être moins dépendant du Royaume-Uni militairement et économiquement, surtout durant le cadre de la guerre de sécession. En octobre 1864, les idées évoquées à Charlottetown sont formatées en 72 points nommés les Résolutions de Québec. Puis en décembre 1866, la Chambre britannique approuve ce projet qui reçoit la sanction royale de la reine Victoria. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario signent une nouvelle constitution. C'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Alors qu'auparavant, l'immigration provenait principalement des îles britanniques, soit de l'Écosse, de l'Irlande, de l'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que des colonies anglaises, à partir du 20e siècle, on commence à observer une forte immigration du Royaume-Uni, certes, mais aussi d'Italie, de Grèce, de Pologne, ainsi que des pays d'Europe de l'Est. En 1914, la Première Guerre éclate en Europe par le jeu des alliances et comme la politique internationale du Dominion du Canada est toujours sous la mise du Royaume-Uni, celui-ci entre aux côtés de l'Empire britannique au début de la guerre contre les empires centraux, soit l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Plusieurs régiments québécois se portent volontaires, notamment les Voltigeurs de Québec, et de nombreux navires utilisent le port de Québec comme port d'attache. Les Canadiens s'illustrent notamment aux batailles de Passchendaele le 10 novembre 1917 et sur la crête de Vimy le 12 avril 1917. Robert Laird Borden, le premier ministre du Canada d'alors, engage le pays à fournir 500 000 soldats pour l'effort de guerre en Europe. Toutefois, les volontaires se firent rares lorsque les Canadiens se rendirent compte qu'il n'y aurait pas de fin rapide et facile à la guerre. Borden était pourtant déterminé à respecter ses engagements. Il fit adopter la loi concernant le service militaire, obligeant tout adulte à faire un service militaire, ce qui mena à la crise de la conscription de 1917 au Québec et qui divisa le pays sur des lignes linguistiques. Durant cette période, le Québec commence à exploiter ses abondantes ressources naturelles.
Alors que la période précédente a vu le développement d'une industrie légère requérant peu de capitaux et principalement destinée à la consommation nationale, la période 1896-1918 voit se développer des industries requérant beaucoup de capitaux et axées principalement vers l'exportation. L'hydroélectricité, les pâtes et papiers, l'aluminium, les produits chimiques. Comme le Québec ne dispose pas des capitaux nécessaires pour développer ces industries, il doit mettre en place un environnement législatif favorisant les investissements étrangers et il doit accepter que son économie soit partiellement contrôlée par des étrangers. Les investisseurs qui fournissent des capitaux à l'industrie québécoise sont majoritairement britanniques dans un premier temps, puis américains à partir de 1914. La Shawinigan Water and Power Company est formée en 1902 et la Montreal Light Heat and Power est fondée en 1901 avec l'installation des premiers barrages hydroélectriques sur la rivière Saint-Maurice. Après la guerre, le Canada entre dans une période de prospérité économique que l'on surnommera les années folles et qui se dérouleront de la fin de la guerre en 1918 jusqu'au crash boursier de 1929. Sur le plan idéologique, deux tendances s'affrontent. Le libéralisme, incarné par le premier ministre provincial de l'époque, Louis-Alexandre Taschereau. Le libéralisme prône que le progrès matériel est bon pour la société et que le progrès matériel passe par le développement économique et en particulier le développement industriel. Le Parti libéral, les industriels et les gens d'affaires défendent ce point de vue. Le deuxième point de vue est le clérico-nationalisme, incarné par l'abbé Lionel Groux. Le clérico-nationalisme prône l'importance de la famille qui distribue les rôles et contrôle l'éducation, la religion catholique qui définit les valeurs et l'agriculture qui doit être le fondement de l'économie en opposition à l'industrialisation et à l'urbanisation. La décennie 1920 est caractérisée par l'urbanisation, la prospérité, l'enrichissement et l'augmentation de la consommation de produits manufacturés par les familles de la classe moyenne. Des syndicats laïques se développent et partout dans le pays, des manifestations et grèves sont lancées contre le patronat. En 1917, la femme obtient son droit de vote aux élections fédérales, sauf au Québec où elle l'obtiendra plus tard en 1940. Un peu partout dans le pays, des grèves éclatent pour dénoncer le refus des patrons de reconnaître les syndicats et de hausser les salaires. Les ouvriers ont fait leur part à la guerre, on veut que les riches fassent la leur maintenant. On voit danser de nouvelles danses comme le one-step et le foxtrot, ces nouvelles danses qui sont interdites par l'Église catholique du Québec. Dans cette même optique, la culture aussi se développe. On parle alors d'un éclatement de la culture. Le jazz fait son apparition dans la culture québécoise, ainsi que de nouvelles danses comme le tango, le chick-to-chick, le turkey trot, le mazurka et le ballet. Les femmes osent maintenant se couper les cheveux et portent le pantalon. Le mode de vie, dit le rêve américain, entre tranquillement dans la culture québécoise et les conditions de vie s'améliorent. Cependant, cet élan soudain de l'économie et des industries québécoises est stoppé brusquement par le crash boursier de 1929 à la Bourse de New York, du 24 au 29 octobre. Le pays est plongé dans la misère profonde durant plus d'une décennie, jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. C'est le commencement de la Grande Dépression économique qui touchera l'ensemble de la planète et, par un effet domino, ce sont l'ensemble des bourses mondiales qui s'effondrent. La chute de 1930 à 1932 sera supérieure à celle de l'année 1929. Le 8 juillet 1932, l'indice Dow Jones tombe à 41,22, son plus bas niveau depuis sa création en 1896. Le taux de chômage va augmenter rapidement au Québec dans les années 1930. En 1929, il est de 7,7%, alors qu'il va atteindre 14% en 1930, 19,3% en 1931 et 26,4% en 1932. Entre 1929 et 1933, le revenu moyen par habitant du Québec diminue d'environ 44%. La crise économique et la situation difficile permettent à plusieurs acteurs politiques de courtiser les électeurs. C'est le cas notamment du Parti communiste du Canada et du Parti fasciste d'Adrien Arcan. Au cours des années folles, le libéralisme règne sur les États-Unis. L'État n'intervient à peu près pas dans l'économie, sauf pour créer quelques infrastructures nécessaires aux compagnies. C'est le laisser-faire gouvernemental, ce qui nuit considérablement aux petits épargnants de la classe moyenne. Les causes de cette crise sont multiples. Tout d'abord, une trop grande dépendance des États européens tels que la France et la Grande-Bretagne envers les produits manufacturés américains à la fin de la Grande Guerre. Un crédit trop facile d'accès chez les institutions financières, une surproduction agricole et industrielle, un excès de spéculation boursière ainsi que des mesures protectionnistes et isolationnistes des États-Unis en 1920. Une des premières mesures pour faire face à la dépression et la hausse spectaculaire du chômage est la suspension de l'immigration en provenance d'Europe. En 1931, le gouvernement fédéral et les provinces mettent sur pied une série de mesures allant de l'octroi d'aides financières pour l'alimentation, l'habillement, le logement et le combustible afin d'aider le nombreux chômeurs de la province. Des chèques et des coupons d'alimentation sont aussi remis aux familles. Le Québec accorde des sommes d'argent, les secours directs et intensifie la colonisation des régions au nord du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, tout en finançant des programmes de travaux publics qui mèneront plus tard à la construction du Palais Montcalm à Québec ou du célèbre barrage Hoover Dam dans le Nevada.
En 1931, à Montréal, près d'un tiers de la population dépend de l'aide de l'État qui s'élève à 3,16 $ par semaine pour une famille de 2 personnes et à 6,43 $ pour une famille de 9 personnes. L'Église, quant à elle, tient des soupes populaires ainsi que des œuvres caritatives. Le 11 décembre 1930, la loi d'aide aux chômeurs est sanctionnée au Québec. Elle prévoit la remise d'argent aux municipalités pour la mise en chantier de travaux publics. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie du chancelier Adolf Hitler envahit la Pologne et déclenche ainsi la Deuxième Guerre mondiale. Les puissances de l'Axe, soit l'Italie de Benito Mussolini, l'Espagne du général Francisco Franco et l'Empire du Japon, s'opposent aux Alliés, soit la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'URSS et les États-Unis à partir de 1941. Cette guerre augmente en effet le clivage entre Canadiens anglais et Canadiens français. Les Canadiens anglais sont favorables à une participation des soldats canadiens à la guerre en Europe par un nationalisme britannique. Les Canadiens français ne le sont pas. En 1931, le traité de Westminster avait permis aux Canadiens de disposer de leurs relations internationales. En 1939, pour faire accepter l'entrée du Canada en guerre, le premier ministre fédéral Mackenzie King promet aux Canadiens français qu'ils ne seraient pas conscrits contre leur gré. Cependant, en 1942, devant le besoin croissant d'effectifs, le gouvernement fédéral reconsidère ses promesses et par un plébiscite demande à tous les Canadiens de le relever de sa promesse faite aux Canadiens français. Les Québécois refusent dans une majorité de 71 %, 85 % chez les francophones, alors que les Canadiens des autres provinces acceptent dans une proportion de 80 %. Le vote négatif des Québécois est noyé dans le vote positif des Canadiens anglais, bien que des Québécois en comprennent que leur nombre n'est plus suffisant pour se faire entendre à Ottawa. Le nationalisme québécois augmente d'autant lors de la deuxième crise de la conscription en 1942. Les troupes québécoises sont notamment présentes lors du débarquement canadien sur la plage de Juno le jour J. De 1939 à 1944, Adélard Godbout est premier ministre de la province de Québec aux côtés du Parti libéral québécois. Godbout demeura chef du Parti libéral. Aux élections de 1939, l'Union nationale présidée par Maurice Duplessis remporte les élections avec 48 sièges face aux 36 sièges du Parti libéral. C'est le début de la période que l'on connaît au Québec sous le nom de la Grande Noirceur, s'échelonnant de 1939 à 1959 jusqu'à la mort de Duplessis. Alors que les autres provinces canadiennes s'industrialisent et nationalisent leurs ressources naturelles ainsi que leur système de santé, le Québec demeure basé sur des valeurs traditionnelles gérées par l'Église catholique sous le règne de 2 décennies de Maurice Duplessis. Cette période se caractérise notamment par le long règne de Maurice Duplessis comme premier ministre du Québec. Les idées politiques de Duplessis se caractérisent par un ultra-conservatisme économique qui se manifeste par une étroite collaboration avec le patronat et en particulier avec les compagnies privées américaines qui investissent massivement au Québec. Un ultra-conservatisme social qui fait peu de place à l'intervention de l'État en éducation, en santé et en soutien aux défavorisés, laissant ses sphères aux soins des congrégations religieuses. Le Québec accumule d'ailleurs un retard important sur le plan de la scolarisation durant la période. Un patronage important, le patronage fait partie des mœurs politiques de l'époque, mais Maurice Duplessis l'a poussé à des sommets jamais égalés. Une contestation des tendances centralisatrices du gouvernement fédéral. Le fédéral s'est arrogé des pouvoirs de taxation provinciaux durant la guerre et dispose maintenant de moyens financiers importants. En 1945, le fédéral prélève 83 % des taxes, alors que le provincial n'en prélève que 7 % et le municipal 10 %. Le provincial perçoit désormais un impôt sur le revenu, et en 1948, Maurice et l'Assemblée adoptent le fleur-de-lysée, le drapeau provincial actuel. Ce n'est que plusieurs années plus tard, durant les années 60 et 80, que le Québec ne rattrapera son retard durant la Révolution tranquille. Les Québécois voteront 2 référendums sur la souveraineté en 1980 et 1995 qui se solderont tous deux par un échec. Aujourd'hui, la coalition Avenir Québec s'apprête à écrire une nouvelle page de notre histoire commune, de notre héritage culturel en tant que peuple. Le seul peuple français en Amérique du Nord qui a conservé sa langue pendant plus de 300 ans sous le joug britannique. Je voudrais répondre en terminant à la citation populaire « What does Quebec want ?» Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'en ai fini avec ce projet personnel.